convention de citoyens. C'est de ça que je vais vous parler. L'association Sciences Citoyennes, elle a été fondée en 2002 et elle a pour but d'essayer de mettre la science en démocratie. Ça nous a amené à travailler sur beaucoup de thèmes, sur les lanceurs d'alerte, sur l'expertise, sur la recherche participative et sur les procédures participatives, dont ces fameuses conventions de citoyens. Alors, d'abord, il faut noter que ce qu'on appelle démocratie participative aujourd'hui, c'est une expression à la mode, ça recouvre un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Ça recouvre l'information, on va expliquer aux gens des choses, la consultation, on va éventuellement leur demander leur avis, mais on ne sait pas bien pourquoi faire. La concertation, donc c'est des discussions diverses. C'est-à-dire que tout ça, c'est plutôt des leurres démocratiques, contrairement à une participation effective des citoyens à la prise de décision. J'évoquerai là les procédures courantes actuelles qui sont ces leurres démocratiques. Il y a le fameux débat public, c'est un truc spécifiquement français, qui est inscrit dans la loi, dans la Constitution même, puisqu'il est organisé par la Commission nationale du débat public, qui est à pignon sur rue, qui est une commission permanente. Ces débats publics, ça consiste sur des thèmes quelquefois locaux, mais quelquefois régionaux et même nationaux. Ça consiste à faire venir des experts et à autoriser les gens à poser des questions, soit dans des salles, soit plus souvent par Internet. Donc il y a là-dedans beaucoup de participants, puisque quand les gens posent n'importe quelle question, ils deviennent participants. Ça veut dire que ça peut faire 2 000 à 3 000 personnes qui ont participé au débat. Et ça permet à la commission du débat public de dire qu'ils réunissent beaucoup de monde avant de prendre une décision. En fait, c'est plutôt un défouloir, puisque les gens viennent là pour dire ce qu'ils pensent ou s'ils croient penser, parce qu'il n'y a pas de formation initiale. Donc on vient là exprimer un point de vue. Les lobbies interviennent abondamment pour pouvoir défendre un point de vue, et non pas seulement poser une question, mais faire un discours pour défendre un point de vue. Or, on ne peut pas identifier parmi tous les gens qui s'expriment, on ne peut pas savoir ce qu'ils représentent. Si bien qu'au bout de ce débat public, on peut, si on est honnête, on peut faire un bilan en recensant tout ce qui s'est dit, mais ce serait trop lourd. Donc il faut que quelqu'un fasse l'analyse. C'est quelqu'un de la commission du débat public. Et finalement, cette analyse-là, elle ne dit pas du tout ce que la population souhaiterait. Elle dit seulement ce qui a été entendu à l'occasion du débat public. C'est assez différent quand même. Donc il n'y a pas de possibilité avec le débat public de connaître réellement ce que souhaiterait la population. Une autre procédure qui a été inventée il y a 10 ans, c'est le Grenelle. Vous vous rappelez du Grenelle de l'environnement. Alors c'est une procédure assez différente parce que là, les parties prenantes sont représentées. C'est-à-dire qu'on met autour de la même table des gens qui représentent les intérêts industriels, qui représentent le milieu associatif, donc la société civile, et qui représentent l'administration, en particulier l'administration territoriale. Et à l'occasion du Grenelle de l'environnement, par exemple, les associations ont fait un boulot énorme. Ils ont pris ce truc très au sérieux, ils ont travaillé comme des bêtes, ils ont émis des textes très bien. Les industriels ne les ont pas contredits parce qu'entre-temps, ils travaillaient dans les couloirs des ministères et finalement, le lobbying a pu agir au sommet. Je citerai une troisième procédure qui est le référendum. Le référendum, c'est finalement un sondage extensif. Alors, le référendum peut être une bonne chose, à condition que tous les gens qui vont répondre à la question soient complètement informés des tenants et des aboutissants autour de cette question. C'est rarement le cas. Ça a été le cas une fois, à ma connaissance, c'était en 2005, et ils n'ont pas répondu du tout comme on les attendait. Donc, le problème avec le référendum, c'est qu'on demande une réponse binaire, êtes-vous pour ou êtes-vous contre, à des questions qui sont complexes. Donc c'est toujours une simplification. Et que surtout, on n'a pas donné les informations complètes à tous ceux qui vont pouvoir s'exprimer. Donc il y a un problème là de la représentativité de ce qui est dit. Alors quelques preuves de leurre, quand je dis tout ça, c'est des leurres démocratiques. Leurre, L-E-U-R-E-S. C'est des leurres. Pour ce qui est du Grenelle de l'environnement, je citerai Sarkozy, quand il a lancé ça, le Grenelle de l'environnement, il a dit « ce que vous déciderez, je le ferai ». Voyez la suite. Pour ce qui est du débat public,
Je citerai Dominique de Villepin. En 2005, il y a eu un débat public sur le nucléaire, en particulier pour savoir si on allait construire le réacteur à eau pressurisé, le fameux EPR, si on allait le construire. Il y a eu un débat public. Et au moment où ce débat commençait, le débat a duré plusieurs semaines, au moment où le débat commençait, de Villepin, dans une conférence, a dit « Au vu des résultats du débat public en cours, j'ai décidé de construire l'EPR à Flamanville. » Vous avez bien dégusté chaque mot. Au vu des résultats du débat public en cours, j'ai décidé, c'est extraordinaire. Ça montre bien qu'on se moque de nous tout le temps. Pour le référendum, on peut dire quand même, rappeler l'expérience de 2005, avec le référendum sur la Constitution européenne, 54% de non, et on a fait comme si les gens avaient voté oui. Et pour être dans l'actualité, vous savez qu'il va y avoir un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, et que notre président Hollande a déclaré il n'y a pas longtemps que s'il y a un non au référendum, alors le projet sera abandonné. Bon, évidemment, ils vont s'arranger pour qu'il y ait un oui, mais au cas où il y ait un non, je doute que ce soit l'abandon du projet. Alors, les procédures démocratiques sont souvent menées en urgence parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont créés par le développement de ce qu'on appelle les technosciences. Par exemple, les OGM, l'industrie nucléaire, les nanotechnologies, toutes ces choses-là. Donc, dans ces cas-là, la recherche du bien commun, ça nécessite des discussions à partir d'expertises contradictoires. Contradictoires, c'est le point important, parce qu'on a toujours des experts, mais il faut entendre des experts qui n'aient pas les mêmes points de vue. Et ces discussions doivent être menées par des citoyens qui n'ont pas de point de vue particulier à défendre, qui n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. C'est là qu'on va en arriver aux conventions de citoyens. Il s'agit donc d'une élaboration collective et indépendante. Alors je disais, le Parlement danois a inventé à la fin des années 1980 les conférences de citoyens, parce que le Parlement danois, sûrement moins vaniteux que le Parlement français, s'est rendu compte qu'il n'était pas compétent pour juger en particulier sur ces problèmes de nouvelles technologies. Et donc il était obligé de faire appel à des experts, et il s'est aperçu assez vite que les experts sont toujours porteurs d'intérêts industriels. Donc ils ont imaginé une procédure qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va tirer au sort des groupes de citoyens. Un groupe de citoyens pour chaque problème. Donc c'est une structure qui va vivre assez peu de temps, ça dure quand même plusieurs semaines si c'est bien fait, mais qui va vivre assez peu de temps et qui va disparaître après. Et on créera une nouvelle procédure pour un autre problème. Donc ce groupe de citoyens tirés au sort va avoir une formation sur le thème débattu, on va y revenir, et ensuite il va discuter et porter un avis sur le problème. Cet avis va être amené aux décideurs politiques qui vont donc faire la loi à partir de ça normalement. Il y a eu des centaines, si ce n'est des milliers de conférences de citoyens dans le monde depuis donc les années 1980, mais c'est jamais selon le même protocole. Ça veut dire que c'est pas reproductible et surtout que c'est pas vraiment crédible, aussi bien pour la population que pour les décideurs. Parce que s'il n'y a pas de protocole, alors on peut toujours dire oui, bien sûr, les citoyens ont dit ça, mais c'est parce qu'ils ont été influencés par par tel groupe. Et donc on peut toujours mettre en cause l'avis des citoyens. C'est pourquoi nous, à Sciences Citoyennes, on a voulu rationaliser ce protocole de conférence des citoyens. Et on en est arrivé donc à un projet de loi en 2007. Donc, depuis 2007, on porte un projet de loi qui n'a jamais été bien sûr étudié au Parlement. On aimerait bien que ça arrive. Et qui porte donc sur ce qu'on a appelé les conventions de citoyens. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que conférence de citoyens, comme je le disais, ça ne veut rien dire. C'est des protocoles variés. Donc comme on a fait un protocole, on a travaillé avec des juristes et des sociologues, on a fait un protocole très sérieux, très rationnel. On a voulu lui donner un nom qui corresponde à ce travail-là. Donc c'est les conventions de citoyens. C'est de ça que je vais vous parler. Alors en gros, c'est la même chose que ce que les Danois ont inventé, mais c'est beaucoup plus précis. Donc les citoyens, une quinzaine, environ 15 à 20 citoyens, sont tirés au sort. On les tire au sort sur les listes où il y a le plus de monde. C'est les listes électorales. Donc là-dessus, on tire des gens.
Et puis, il y a un institut de sondage qui est payé pour faire le travail, qui téléphone aux gens qui ont été tirés au sort pour leur dire, voilà, vous avez été tirés au sort pour faire partie d'une convention de citoyens sur tel sujet. On leur explique un peu de quoi ils retournent et on leur dit, est-ce que vous acceptez? Alors, étant donné que ça n'est pas payé dans notre protocole, il y a beaucoup de gens qui refusent. Disons, en gros, il doit y avoir un tiers des gens qui acceptent. Alors, il faut donc tirer au sort beaucoup de monde, et chaque fois que quelqu'un refuse, on prend le suivant dans l'ordre du tirage au sort. On finit par avoir un groupe assez important de personnes, et ensuite, c'est le travail des sociologues. On va tenir compte des catégories socio-professionnelles pour établir la plus grande diversité possible dans ce petit panel d'une quinzaine de personnes. Donc, à retenir, ces gens-là ne sont pas candidats. Ce n'est pas parmi les volontaires qu'on tire au sort. Si vous tirez au sort parmi des volontaires, vous retombez sur les mêmes gens que vous voyez toujours, que vous voyez dans les débats, à la télévision, dans la presse, partout, les professionnels. Donc il faut solliciter des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient un rôle à jouer dans la société. Et s'ils refusent, on en prend d'autres. Mais on finit par en trouver qui sont d'accord. Alors, ils sont bénévoles. Pourquoi ils sont bénévoles? Parce que ça ne peut pas être un métier d'être citoyen. Quand vous allez voter, vous n'êtes pas payé. Là, c'est un peu pareil. Alors, ils sont indemnisés parce que, vous allez voir après, ça leur prend 3 week-ends de leur vie quand même. C'est long. Plus des soirées à lire des livres, à regarder des vidéos. Donc, ils sont indemnisés, mais ils ne sont pas payés. Alors, on vérifie, avant de les prendre, on vérifie qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. Par exemple, si on a tiré au sort pour un débat sur le nucléaire, on a tiré au sort une dame dont le mari est ingénieur au CEA, on ne la prendra pas, parce que ça contamine un peu, et il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'a pas de lien particulier. De même, on prendra quelqu'un qui n'a pas d'opinion sur le sujet. C'est-à-dire, on va rechercher des profanes, qui ne sont pas des imbéciles, mais qui sont des gens qui n'ont pas encore d'opinion. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour éviter d'avoir des gens qui aient déjà été un peu préformatés par une opinion qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient s'ils avaient connu d'autres opinions. Donc on prétend qu'on peut arriver à les amener à réfléchir en leur apportant de la diversité d'opinions. Et donc tout ça, c'est pour avoir l'indépendance de ces jurés. Alors cette diversité maximale, donc, on peut l'obtenir avec un petit groupe de 15 personnes, il n'y a pas de problème. Ce qui est compliqué, c'est la formation. Comment on va pouvoir donner une formation objective à ces gens-là? En général, c'est là que dans les jurys citoyens, ça pêche, et on leur donne une formation qui est toujours un peu orientée, et on les amène à la décision que les organisateurs auraient souhaité. Alors nous, on a imaginé un truc assez formel, où le comité d'organisation, donc ceux qui organisent la convention de citoyens, crée un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il a une seule fonction, c'est de construire le programme de formation des citoyens. Et on construit ce comité de pilotage avec une dizaine de personnes, en mettant dans ce comité de pilotage des gens qui sont informés, qu'on pourrait appeler des experts, mais qui sont divergents, qui ont des opinions différentes. On les met dans le même comité et on leur dit « débrouillez-vous pour vous mettre d'accord sur la formation qu'on va donner aux citoyens ». Donc ils ne verront jamais les citoyens. Leur boulot, c'est de faire le programme. Et on pense que si des gens pas d'accord entre eux se mettent d'accord sur un programme, c'est la façon la plus objective de travailler. Se mettre d'accord entre eux, ça veut dire qu'ils vont décider des thèmes qu'on va aborder avec les citoyens, du temps qu'on va accorder à chaque thème. Ils vont identifier des formateurs, qui sont des experts bien sûr, mais qui ne sont pas eux. Vous voyez, c'est une façon d'essayer d'arriver à la plus d'objectivité possible. Donc il y a 2 week-ends de formation dans notre proposition. Et puis le 3e week-end, c'est les citoyens eux-mêmes qui l'organisent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont assez bien informés, à partir de ces 2 week-ends, et à partir aussi des cahiers d'acteurs qu'on leur a donnés. Les cahiers d'acteurs, c'est que le comité d'organisation fait appel à la population, aux porteurs d'intérêt, ça peut être un industriel, une association, n'importe qui, un particulier, pour pour contribuer à ce débat en apportant des propositions. Évidemment, il y a énormément de documents, et c'est encore une fois le même comité de pilotage pluriel et contradictoire qui va sélectionner les documents pour qu'il y ait un peu toutes les idées, mais sans donner tous les documents parce que ça ferait beaucoup trop.
Donc vous voyez que les citoyens, ils vont avoir du boulot. Ils vont avoir ces 2 week-ends espacés pour pouvoir réfléchir, où ils vont donc pouvoir discuter avec les formateurs, et puis discuter entre eux, puisque c'est des week-ends, donc ils passent des nuits ensemble. Et le 3e week-end, c'est eux qui décident d'experts, de formateurs, qu'on ne leur avait pas proposé, on n'y avait pas pensé, mais qui leur paraissent nécessaires pour compléter leur formation. Donc ils demandent à faire comparaître des gens qui viennent assez volontairement. Et puis ensuite, les citoyens se retirent pour rédiger leur avis en discutant. Alors je n'ai pas dit, mais il y a un animateur autour de tout ça, parce que les gens sont abrités de toutes les pressions des lobbies pendant la formation. De façon, par exemple, s'il y a un formateur qui veut manger avec eux, c'est interdit. Étant donné qu'on lui a donné par exemple 1h30 pour discuter avec les citoyens sur un sujet, 1h30, c'est pas 2 heures. Donc tout est filmé en vidéo pour être contrôlé après. Et le psychosociologue des formateurs règle les conflits qui peuvent apparaître et sert de communication avec le comité d'organisation à l'extérieur. Donc il y a une protection contre l'action des lobbies, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des jurys citoyens, où les intervenants peuvent en rajouter, et quelqu'un qui est un bon communicant peut très bien faire passer une idée parce qu'il aura pris un avantage. Donc vous voyez que là-dedans, il y a une autonomie du panel, puisqu'on lui donne même le choix d'avoir des experts pour le 3e week-end. C'est lui qui va rédiger son avis, tout seul. C'est le panel, c'est les citoyens qui rédigent leur avis, c'est pas quelqu'un qui le rédige pour eux, comme ça arrive trop souvent. Et puis il y a un comité d'évaluation, en général composé d'universitaires, des sociologues qui travaillent sur le sujet, qui va, à partir des films, des vidéos, à partir de l'entretien avec les citoyens, qui va évaluer la qualité de la procédure, à la fois pour corriger dans le temps éventuellement des défauts qui auraient pu apparaître, et aussi pour permettre un suivi de cette procédure. Donc c'est une expérience de convivialité entre les citoyens, convivialité laborieuse parce qu'ils travaillent beaucoup. Alors dans ce système, ces conventions de citoyens vraiment aussi rigides que nous les proposons n'ont pas vraiment encore existé. Mais il y a les conférences de citoyens qui sont quand même à peu près la même chose, mais en moins ordonnées. Elles ont montré, je vous ai dit, dans des centaines de cas dans le monde, et il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, tous ces sociologues ont été étonnés par la capacité des gens ordinaires, puisque tirés au sort, pour se saisir d'un sujet, pour comprendre, pour discuter, et finalement pour formuler un avis. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ils ont vérifié une intelligence collective qui apparaît. Et une autre qualité, c'est l'empathie qui se développe. C'est-à-dire que les citoyens, dans ce milieu-là, ne vont pas avoir comme attitude de rechercher une solution conforme à leur propre bien-être, par exemple, ou même à celui de leur famille ou de leurs proches, mais ils vont penser au tiers-monde, ils vont penser aux générations futures. C'est un truc qui se fait quasiment spontanément. Ils se prennent au sérieux, ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer pour l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce mélange d'intelligence collective et d'empathie qui caractérise ces jurys citoyens, c'est ce que j'ai appelé l'humanitude. C'est une qualité humaine qui existe apparemment chez tout le monde, puisque au moins chez les volontaires, elle se manifeste, pourvu qu'ils soient mis en groupe dans des conditions où ils vont avoir ce rôle à jouer. Et elle est évidemment très précieuse, parce que cette humanitude, dont intelligence plus empathie, c'est la meilleure façon de parvenir à définir le bien commun, sans défendre des intérêts particuliers. Donc c'est une approche privilégiée du bien commun. Je dois dire en plus que ça a une fonction pédagogique, parce qu'on dira, mais là, il y a 15 personnes, mais le reste de la population, le reste de la population, il devrait prendre au sérieux l'avis qui résulte de ces conventions de citoyens, beaucoup plus que n'importe quel discours politique, n'importe quel document, parce que ces citoyens, ils sont comme eux, ils sont comme tout le monde, on les a tirés au sort. Donc, normalement, on peut penser que l'avis de ce comité, de ce petit groupe de citoyens, ça correspond à l'avis qu'aurait eu la population si elle avait pu bénéficier des mêmes conditions, ce qui est impossible, évidemment. Donc c'est un rôle pédagogique, parce que la société peut s'emparer de l'avis des citoyens en disant je n'ai pas le temps de m'emmerder à lire tous les documents, mais d'autres l'ont fait,
et si vraiment c'est bien contrôlé, je pense que mon avis doit être conforme à celui-là. Alors, ce recours à des groupes, à des jurys citoyens en général, et à des conventions de citoyens en particulier, certains nous disent que c'est une négation de la société civile. On va discuter après, et je sais qu'un des reproches qui est fait le plus souvent, mais alors quel rôle joue la société civile là-dedans? D'abord, je dirais que parmi les experts qui sont convoqués, soit au comité de pilotage, soit pour former les citoyens, il peut y avoir des représentants de la société civile qui ont acquis des compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, dans des associations comme le CRIGEN, le CRIRAD, il y en a d'autres, il y a des gens qui sont des experts qui valent absolument les universitaires. Donc on peut très bien les retrouver là-dedans. Mais de toute façon, la Convention de citoyens n'est pas coupée de la société. Elle a même besoin pour vivre et pour faire du bon travail qu'existe une société civile forte, c'est-à-dire des associations, des syndicats, des partis politiques, lesquels ont une activité quotidienne. C'est très différent du jury citoyen qui, lui, va être ponctuel. Et cette activité quotidienne, elle est envers tout le monde, alors que le jury citoyen va préparer un avis pour le proposer aux politiques. Là, on arrive à un point délicat, c'est proposer un avis aux politiques. Tout à l'heure, je parlais de leurre démocratique. Vous pouvez me dire, mais pourquoi vos conventions de citoyens, ce ne serait pas un leurre? Qu'est-ce qui oblige les politiques à suivre l'avis des citoyens? Ben, effectivement, rien. Sauf si ça devait entrer dans la loi. Pour nous, la priorité, c'est que cette procédure rentre dans la loi, soit définie, et qu'il soit dit aussi dans la loi que chaque fois que le Parlement, par exemple, organise une convention de citoyens, il est tenu de tenir compte de l'avis des citoyens dans ses décisions politiques. Il est tenu, ça veut dire que tous les parlementaires qui ne seraient pas d'accord avec l'avis des citoyens devraient l'exprimer publiquement, et c'est-à-dire prendre leurs responsabilités devant l'avenir, alors qu'actuellement, ils peuvent très bien faire le mort. Donc ce serait quand même assez différent. On reproche aussi qu'il y a un effectif trop faible, 15 à 20 personnes, c'est pas grand-chose pour un pays qui a plus de 60 millions d'habitants. Mais la qualité politique et la diversité est beaucoup. La diversité, par exemple, dans une convention de citoyens, est beaucoup plus grande qu'au Parlement. Au Parlement, il y a combien d'employés? Il n'y en a pas. Là-dedans, il y en aura forcément en proportion de ce qu'il y a dans la population. Donc la diversité, c'est un point important. Mais quand je parle de la qualité politique, je reviens encore avec cette idée d'humanitude, c'est-à-dire des gens qui vont travailler d'arrache-pied pour produire un avis en y mettant leurs convictions, toute leur intelligence et l'empathie qui est indispensable pour produire du bien commun. Donc cette critique du faible effectif ne paraît pas très bonne. En plus, je dirais qu'il y a quelque chose qui permet de donner beaucoup plus de valeur à la vie des citoyens. C'est de multiplier les conventions de citoyens. Par exemple, on peut en organiser 3 qui soient complètement indépendantes. C'est-à-dire avec un comité de pilotage indépendant, des experts indépendants, des citoyens tirés au sort différents, le faire simultanément pour que chacune n'influence pas l'autre, et puis voir, au bout du compte, si l'avis des citoyens est vraiment différent. Et si, comme je le pense, il serait à peu près le même dans tous les cas, alors à ce moment-là, ça prend une allure quasiment scientifique. C'est comme une expérience sur plusieurs lots de souris qui aurait le même résultat. Je parle là en tant que biologiste. Donc, cette idée de faire plusieurs conventions de citoyens, c'est quelque chose qui donnerait beaucoup de garanties à la population, et aux élus d'ailleurs, pour tenir compte de l'avis des citoyens. Donc nous, à Sciences Citoyennes, on a travaillé ce thème des conventions de citoyens, surtout pour ce qui nous concerne, puisqu'on travaille autour de la science et de la technoscience, donc les problèmes d'innovation. Mais on a même été jusqu'à écrire qu'on pourrait utiliser ces conventions de citoyens pour établir les budgets de recherche. Vous savez qu'actuellement, les budgets de recherche, ils sont établis de façon un peu mystérieuse. Il y a des priorités qui sont décidées quelque part. Et on va donner beaucoup d'argent pour des recherches technologiques que les gens n'ont pas forcément désirées, qui ne sont même pas au courant. On pourrait très bien faire une convention de citoyens
qui déciderait des priorités. Par exemple, est-ce que vous voulez donner beaucoup d'argent pour la recherche sur les OGM ou beaucoup d'argent pour l'agriculture écologique? Les gens pourraient très bien décider là-dessus. Je pense que le résultat ne correspondrait pas du tout à ce qui se passe actuellement. Donc, et ça nous permettrait, c'est un truc, ça qui... Les chercheurs sont très mal à l'aise actuellement, parce que finalement, ils se rendent bien compte qu'ils travaillent pour des intérêts particuliers, des intérêts industriels, et souvent, quand ils lèvent le nez de la paillasse, ils se sentent un peu culpabilisés. Donc si vraiment il y avait eu un avis citoyen pour décider des grandes orientations de recherche, je pense que les chercheurs seraient déculpabilisés et qu'on pourrait réenchanter la recherche. Tiens, alors là je ne parle plus au nom de Sciences Citoyennes, mais un peu personnellement. Moi j'ai pensé que ces conventions de citoyens, qui sont un modèle extraordinaire de démocratie, pourquoi est-ce qu'on les limiterait aux problèmes de technologie, de technosciences, d'innovation, comme ça a été le cas jusque-là un peu dans le monde entier? Donc on pourrait très bien élargir leur application à des controverses de société, à des controverses politiques, et leur donner un rôle donc beaucoup plus important au-delà des problèmes de technosciences. C'est ce que j'ai exprimé dans mon bouquin L'humanitude au pouvoir. De même, pourquoi est-ce qu'on restreint ça au niveau national? Puisque pour le moment, les grands thèmes, par exemple si on fait conférence des citoyens, une convention de citoyens sur les OGM ou sur l'industrie nucléaire, en fait il faudrait la faire au niveau international. Parce que ce sont des technologies qui concernent toute l'humanité. Ça concerne Homo sapiens et pas seulement des gens dans un pays avec ses frontières. Donc on pourrait imaginer finalement qu'il y ait des conventions de citoyens mondiales. Alors, ça pourrait être géré par une ONU rénovée, mais l'ONU pourrait très bien prendre en compte ce type de choses, en organiser dans plusieurs pays simultanément sur le même thème, pour voir si les avis convergent ou pas. Et ça pourrait donc être une façon de créer une démocratie mondiale. Enfin, pour finir, avant qu'on puisse discuter, partout il y a une résistance au pouvoir actuellement. Pas seulement en France et pas seulement en place de la République. Donc il y a cette résistance au pouvoir, c'est pour essayer d'établir une démocratie véritable. L'indignation est en train de se changer en révolte. Si la pression populaire gagne, il y a quand même un risque, c'est qu'on renouvelle le même système avec des têtes différentes. Moi, c'est ce que je crains le plus, et c'est un peu la leçon de l'histoire, qu'on renouvelle la même chose. Autrement dit, si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment avoir des chances de changer le système, il faut qu'on ait des propositions complètement différentes de gestion de la société. Et les conventions de citoyens, par exemple, représentent un outil qui rentrerait dans la boîte à outils démocratique qui est en train de s'élaborer un peu partout. Je dirais juste un autre exemple d'outils qu'on a évoqué tout à l'heure dans des petites discussions, c'est le tirage au sort en général. Là, vous voyez qu'il est présent dans ces conventions de citoyens, mais ce tirage au sort, il pourrait intervenir dans d'autres choses. Par exemple, moi, je suis partisan d'un Sénat tiré au sort. On a des députés qui sont élus, parce que c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir mis un bulletin dans l'urne et d'avoir une représentation. Pour le moment, c'est comme ça. Mais pourquoi en avoir deux ? D'autant plus que le Sénat est élu de façon un peu alambiquée, pas directement par les citoyens. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des citoyens tirés au sort qui viendraient remplacer les sénateurs et dont la fonction essentielle serait celle primitive du Sénat, qui est de contrôler les députés. Donc qui contrôlerait que les députés exercent bien le mandat pour lequel on les a élus et qui pourrait, à l'occasion de divergences, faire appel à des conventions de citoyens pour savoir ce que pense la population de telle ou telle situation. Et s'il y avait vraiment des grandes divergences entre le Sénat et les députés, on pourrait imaginer des référendums pour décider de qui a raison. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, maintenant on va pouvoir discuter. Je signale que nous avons un document, la Convention de citoyens, et que le camarade là, qui n'a pas beaucoup de cheveux, il en a un stock. Donc vous pourrez lui demander.